La numismatique peut-elle être considérée comme un investissement au même titre que d'autres investissements passion? C'est la question qui va nous animer aujourd'hui dans Patrimoine Passion. Et nous avons pour cela le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Patrick Guillard, numismate. Bonjour Patrick Guillard. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Je le disais, donc vous êtes numismate ou expert numismate, c'est-à-dire que vous avez cette expertise en numismatique, en connaissance effectivement des différentes pièces de monnaie que l'on peut acquérir pour une collection ou pour un investissement. On va voir ensemble si ça peut représenter un véhicule d'investissement. Tout d'abord, quand un numismate doit définir la numismatique, comment est-ce qu'on définit cette discipline ? La numismatique, ça touche à la collection des monnaies anciennes, on l'étend aussi aux médailles ou aux billets. D'accord. Mais c'est en premier chef, en premier lieu, ce qui concerne les monnaies qui ont circulé et qui sont ensuite collectionnées. Donc c'est forcément des monnaies qui ne sont plus en circulation aujourd'hui ? Pas forcément, c'est-à-dire qu'il y a des collectionneurs qui aujourd'hui collectionnent des monnaies en euros qui circulent ou des billets en euros. Donc c'est souvent d'ailleurs le pied d'entrée dans une collection. On commence par les monnaies qu'on a dans son porte-monnaie sous la main. Bien sûr. On en trouve une qui est un peu plus rare qu'une autre ou qui nous attire pour une raison esthétique ou encore différente. Et puis de fil en aiguille, on remonte dans le temps et on va vers des périodes qui sont parfois assez anciennes pour des monnaies qui ne sont plus d'actualité, mais qui nous parlent encore. Alors, on va essayer de comprendre un petit peu comment fonctionne ce marché. Mais d'abord, quand on parle de monnaie assez ancienne, on peut remonter jusqu'à quelle date, quel âge environ en matière de monnaie ancienne ? Alors, on peut remonter jusqu'au VIe siècle avant Jésus-Christ. D'accord. Il y avait donc déjà des monnaies en circulation considérées comme réelles monnaies. Tout à fait. C'est-à-dire que les premières monnaies qui ont été mises on entend par monnaie, il y avait des outils d'échange ou de troc. D'accord. Mais les premières monnaies, c'est avec une unité de poids, de valeur et avec des premiers signes, des premières empreintes. Ça remonte entre le 6e et le 7e siècle avant Jésus-Christ. C'est intéressant parce que dans la caractéristique que vous donnez d'une monnaie, vous ne dites pas que ça doit forcément être en métal ou en métal précieux, par exemple. Alors, en l'occurrence, là, on parle de monnaie métallique parce qu'avant, il y avait des outils d'échange qu'on n'appelle pas vraiment des monnaies, mais qui n'étaient pas en métal. Ça pouvait être des coquillages, ça pouvait être d'autres objets. C'était des objets de troc ou des objets d'unité de compte. D'accord. Donc, quand on parle de numismatique, en revanche, on parle de monnaie métallique pour le coup. Voilà. Et donc, on va investir ou en tout cas faire une collection d'un métal. Est-ce que, alors je pose des questions de néophyte pour essayer de faire comprendre un petit peu ce que c'est que cette numismatique. Aujourd'hui, lorsqu'on regarde une pièce d'1 euro ou de 2 euros, évidemment, elle n'est pas en argent ou en or. Est-ce que quand on remonte dans le temps, on est sur du métal précieux systématiquement ? Quasiment. C'est-à-dire que jusqu'à la Première Guerre mondiale, l'essentiel, 99% des monnaies étaient en or, en argent ou en bronze. D'accord. Ou dans des alliages différents. Et les métaux non précieux vont commencer à apparaître à ce moment-là. Et c'est la Première Guerre mondiale, avec l'effondrement de l'économie en Europe, qui va précipiter l'abandon des métaux précieux pour les monnaies, parce que les gouvernements européens n'avaient plus les moyens de financer une monnaie à partir de métals précieux. Tous ces métaux précieux avaient été utilisés pour l'effort de guerre et étaient partis ailleurs, notamment aux États-Unis. Donc ça veut dire que quand on investit en monnaie ancienne, ça équivaut à un investissement dans un métal précieux, or ou argent, ou c'est des investissements qui ont des cours et des volatilités différentes ? Alors le support est là, c'est-à-dire vous pouvez acheter, on va prendre un exemple, si vous achetez une pièce de 20 francs or de Napoléon III, donc des années 1850-1860, si vous achetez une monnaie commune, vous allez payer le poids de l'or plus une petite prime. D'accord. Et si vous prenez la même pièce de 20 francs, mais plus rare, qui a été frappée à un tout petit tirage d'une année spécifique, par exemple pour Napoléon Ier ou Louis XVIII, donc quelques décennies antérieures, bien sûr. Vous allez payer la pièce 3 fois, 10 fois ou 50 fois le prix de l'or. D'accord. Parce qu'elle les vaut sur le marché numismatique, parce qu'elle est excessivement rare, et la demande fait que les gens sont prêts à la payer beaucoup plus cher que le support du poids d'or. D'accord, donc la rareté, ou en tout cas l'histoire derrière la monnaie en question, derrière la pièce de monnaie, fait aussi le prix. Tout à fait. Alors il y a plusieurs paramètres qui rentrent en ligne de compte. Il va y avoir la rareté de la monnaie, c'est-à-dire le nombre d'exemplaires subsistants et au départ le nombre d'exemplaires frappés. D'accord. La beauté de la monnaie, très important, la qualité de conservation de la monnaie. C'est-à-dire qu'une même monnaie très usée ou toute neuve, on peut avoir des écarts de 1 à 10 ou de 1 à 100. D'accord, pour la même pièce ? Pour la même pièce. D'accord, oui. Et puis après, l'intérêt historique, c'est-à-dire qu'il sera une monnaie justement de Napoléon Ier à rareté égale avec une monnaie d'un illustre inconnu. Celle de Napoléon Ier se vendra plus cher parce que Napoléon parle au monde entier.
D'accord. Ça veut dire que si on s'y connaît un peu en histoire, moins le monarque a eu d'espérance de vie longue, plus la monnaie va prendre de la valeur? C'est un bon point. Oui. C'est-à-dire que typiquement, si vous prenez les empereurs romains, vous avez des empereurs romains qui n'ont été empereurs déjà que dans une zone donnée pendant quelques mois. Pour ceux qui ont eu la chance d'avoir des monnaies frappées à leur effigie, ces monnaies sont excessivement rares parce qu'il y en a très peu. Elles vont valoir beaucoup plus cher que des monnaies d'empereurs qui ont régné pendant 30 ou 50 ans et qui étaient dans une période économique faste. Mais moi, en tant qu'investisseur individuel ou collectionneur individuel, j'ai accès à une monnaie, je ne sais pas, qui a été frappée sous Pompée ou sous Jules César. Ce n'est pas des pièces de musée, ça, aujourd'hui? Non, si vous voulez, vous pouvez avoir une pièce de Pompée pour 500 €, 1000 €, une pièce de César. Ça va être un peu plus cher parce que César est évidemment encore plus demandé. D'accord, ouais. Mais c'est tout à fait abordable. Enfin, abordable peut-être pas pour tout le monde, mais c'est quand même à moins de 5000 €, vous avez une jolie monnaie de César. Je reviens sur l'effet rareté, parce qu'effectivement, vous nous avez donné l'exemple de Napoléon. Alors effectivement, Napoléon parle au monde entier, Jules César parle au monde entier. Si on a une monnaie très rare, puisqu'elle aura été frappée que dans le sud-ouest de la France, à une période très précise, dans un canton ou dans un département, est-ce que là aussi, l'effet rareté décuple le cours de la monnaie en question? Alors là, on aura l'effet rareté qui va devoir être mis en opposition avec l'effet demande. D'accord. Ça va être excessivement rare. Vous allez avoir une monnaie féodale d'une abbaye pendant une année. Les collectionneurs de la région vont s'y intéresser, mais il y aura beaucoup moins de collectionneurs de cette région que de collectionneurs de monnaie de Napoléon, de Louis XIV ou de Jules César. Donc par conséquent, à rareté égale, cette monnaie vaudra beaucoup moins parce qu'il y aura beaucoup moins de personnes qui s'y intéressent. Donc il y a quand même effectivement, évidemment, comme toute collection ou investissement, un sujet offre et demande sur ce type de collection. Et alors là, effectivement, on parle de monnaie au sens large. Mais si on prend l'euro, par exemple, des pièces de 1 euro, de 2 euros, il y a des billets également. Si on revient sur une monnaie considérée rare, par exemple, de l'époque napoléonienne, est-ce que la valeur sur la monnaie à l'époque fait influer le cours aujourd'hui de la pièce qu'on achèterait? C'est-à-dire que typiquement, on frappait moins de monnaie d'or. Si on reste sur l'exemple que vous avez cité de Napoléon Ier, on frappait moins de monnaie d'or en volume que de monnaie en argent. Donc forcément, comme vous en avez moins au départ, il en subsiste moins. Et si vous avez autant de gens qui les demandent aujourd'hui, les prix seront plus élevés. Bien sûr. Tout simplement. Et alors justement, c'est une collection ou un investissement qui plaît aujourd'hui aux investisseurs. Pourquoi est-ce qu'on se lance dans la numismatique actuellement? Très souvent, d'ailleurs dans mon cas, c'était aussi ce qui s'est passé. J'ai eu affaire, ou les gens ont affaire à des pièces qui traînent au fond d'un tiroir, on découvre, on ouvre. En ce qui me concerne, j'étais enfant, j'avais 12 ans, je trouve une monnaie qui avait 50 ans ou 100 ans, ce qui pour moi était une éternité. Bien sûr, oui. Donc j'avais l'impression d'avoir un trésor entre les mains. Et puis quand vous avez une pièce, vous avez la tête de Louis XVI ou la tête de Louis XV ou Louis-Philippe, et surtout quand la pièce est grosse, quand vous êtes enfant, ça vous parle. Donc c'est la numismatique qui vous choisit, c'est ça? C'est les pièces qui vous trouvent? C'est presque ça. J'aime à dire que je suis tombé dedans comme Obélix dans la potion magique quand j'étais enfant. Et c'est d'abord un vrai plaisir, c'est une passion. C'est-à-dire que je me lève le matin et je suis content d'aller au travail. Voilà. Et alors, si on regarde ça d'un point de vue investisseur, on peut considérer aujourd'hui l'investissement dans des pièces de collection ou dans des pièces de monnaie ancienne comme un investissement, une valeur refuge, enfin y aller pour conserver de la valeur ou au contraire pour espérer une plus-value quelques années plus tard? Les deux. C'est-à-dire que comme pour tout investissement, il faut le faire de façon intelligente et posée et le faire sur la durée. Si vous achetez une monnaie aujourd'hui, vous voulez la revendre 5 minutes après, forcément vous allez perdre la commission entre l'achat et la vente. Si par contre vous constituez une collection pièce par pièce, en prenant vos temps, en les sélectionnant judicieusement, et que vous revendez ça 20 ans ou 50 ans plus tard, dans certains cas c'est même un siècle plus tard, il y a des gens qui vendent la collection de leur grand-père. D'accord. Ce qui aujourd'hui permet d'atteindre des prix assez astronomiques dans certains cas quand c'était bien fait, parce que ces monnaies ont été sorties du marché pendant tellement longtemps que si certaines avaient leurs petites sœurs qui étaient présentes régulièrement, d'autres ne sont pas apparues sur le marché depuis 10 ans, 20 ans ou plus. Et donc forcément les collectionneurs passionnés qui connaissaient leur existence, qui les ont vues en photo quelque part, il y en a une qui sort, il n'avait pas eu 10 ans, là les prix s'envolent. Et l'origine de la collection peut jouer, comme on peut le voir par exemple lorsqu'on parle d'œuvres d'art?
Oui, c'est-à-dire que le pédigré peut avoir une importance, pas systématiquement, mais quand vous avez un pédigré célèbre, il y avait par exemple le roi Farouk, le roi d'Égypte, qui avait une collection fantastique. D'accord. Donc ça fait partie des pédigrés un peu connus, ou pour les collections des écus royaux, c'est-à-dire les grosses pièces en argent du 17e, 16e, 17e, 18e siècle. Il y avait un collectionneur américain qui s'appelle Georges Sobin, qui avait une très belle collection, qui a écrit plusieurs ouvrages, et ça, ce sont des pièces qui ont forcément une plus-value, parce qu'elles sont connues des collectionneurs, parce qu'elles font partie d'ouvrages phares. Alors, il y a encore plein de questions qu'on aura envie de vous poser. Je vais quand même vous en poser deux d'un point de vue plus investisseur. Est-ce que c'est un marché liquide, la numismatique ? Oui. Encore une fois, je vais revenir sur l'exemple que vous me citiez tout à l'heure. Si on prend une monnaie d'une baronnie ou d'un évêché particulier, vous n'avez que deux. Oui, c'est vrai que je parlais de département, mais à l'époque, on parlait plutôt de baronnie, effectivement. Oui, tout à fait. Les départements ne sont arrivés qu'à l'époque de la Révolution, mais des monnaies qui étaient à l'échelle locale seront moins liquides que des monnaies qui sont très demandées, encore une fois, avec les exemples phares, mais la liquidité n'est pas vraiment un problème. Et en matière de fiscalité, est-ce que ça a une incidence de détenir une grande, moyenne ou petite collection de pièces de monnaie anciennes ? La fiscalité ne va intervenir que le jour de la vente. D'accord. Et en l'occurrence, la fiscalité, vous aurez à la fois, vous allez avoir deux types de fiscalité. La fiscalité sur les pièces qu'on appelle de bourse, donc les pièces qui se vendent au poids de l'or avec une petite prime. Donc là, vous avez une taxe sur les métaux précieux qui est de 11,5% plus la commission de vente. Et vous avez une fiscalité sur les pièces qui sont des objets de collection dont le prix unitaire dépasse 5 000 €. Là, vous avez une taxe de 6% à payer. Mais ce sont les deux seuls cas. Si vous avez une pièce qui vaut 2 000 €, vous n'avez pas de fiscalité à la sortie. Et pour finir, Patrick Guillard, peut-être un petit conseil pour les gens qui nous écoutent. Si jamais on a une collection, ou on a envie de lancer une collection de numismatique, est-ce qu'il faut acheter à l'opportunité les pièces qui nous plaisent ou se concentrer sur une période, par exemple, pour s'assurer d'avoir une collection spécifique de la période napoléonienne ou de la période de Jules César ? J'allais lire les deux. D'accord. Vous n'arriverez pas forcément à toujours trouver quelque chose sur une période spécifique. Il n'y aura pas forcément suffisamment d'objets disponibles. Ou vous aurez envie de collectionner par rapport à vos coups de cœur. Vous avez trouvé que vous allez vouloir, par exemple, collectionner les monnaies de Louis XVI. Et puis, là, vous voyez une monnaie belge que vous trouvez magnifique. Vous la prenez parce que ça vous intéresse de l'avoir à côté. Oui, c'est vrai. Et vous soulevez d'ailleurs un point qu'on n'a pas évoqué dans cette émission, c'est que c'est une discipline internationale, la numismatique. Tout à fait. Merci beaucoup, Patrick Guillard, d'être venu sur le plateau de Smart Patrimoine, partager votre expertise. Je rappelle que vous êtes expert numismate. Merci beaucoup. De rien. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine.